J'ouvre la seconde partie de ce Sens Public consacrée au vote du budget. C'est la copie laissée par Michel Barnier qui est reprise depuis ce matin par les sénateurs. Combien de milliards d'économies faut-il faire? Y aura-t-il de nouveaux impôts? Quelles sont ces agences de l'État, symbole de la bureaucratie trop lourde dénoncée par le Premier ministre? Avant de répondre à ces questions avec nos invités, ce qui ressort de cette nouvelle bataille budgétaire au Sénat aujourd'hui avec Samia Dechir. Les discussions vont reprendre exactement là où elles s'étaient arrêtées. En décembre dernier, les sénateurs ont adopté la partie recettes du budget. Ils vont donc s'attaquer au second volet, celui des dépenses. Pas de nouveau texte, l'exécutif a choisi de reprendre le budget du gouvernement précédent, celui de Michel Barnier. Le gouvernement aurait pu proposer un nouveau projet de loi de finances, mais dans ce cas-là, on repartait à zéro, ce qui veut dire qu'il fallait repartir à l'Assemblée nationale, puis venir au Sénat. Vous savez qu'il y a des temps et des délais, ce qui veut dire que nous n'aurions pas eu de budget avant, dans le meilleur des cas, le mois de mai ou début juin. Mais le texte n'est pas figé pour autant. Les lignes peuvent encore bouger. Après le vote du Sénat, tout devrait se jouer ensuite en commission mixte paritaire fin janvier. Un groupe de 7 députés et 7 sénateurs qui tenteront de s'accorder sur un budget avec la possibilité de modifier la copie du Sénat pour contenter les deux chambres. Lorsque la commission mixte se réunira, on va devoir débattre de peut-être 300 points, peut-être davantage, entre la lecture du Sénat et finalement la position que le Parlement, que l'Assemblée nationale va décider d'avoir en réunion commission mixte paritaire. C'est très très particulier, c'est même la première fois que ça va se produire, si je peux dire, sur un plan aussi large. Si les membres de la CMP se mettent d'accord sur un texte, il devra encore être adopté par un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Si au contraire elle n'est pas conclusive, le gouvernement devra alors présenter un nouveau budget. Il faudrait ensuite plusieurs mois pour espérer le faire adopter par le Parlement. François Bayrou face au mur de la dette, c'est le thème de notre débat et je vous présente nos invités. Martial You, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste économie à RTL, auteur de ce livre Les années 70 sont de retour, c'est publié chez Fayard. Lucille Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Lucille, bienvenue à vous, vice-présidente du cercle de réflexion La Fabrique écologique. Éric Heyer, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur à l'OFCE et auteur de ce livre Une autre voie est possible, publié chez Flammarion. Évidemment, Mathieu Croissando est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Alors, c'est donc le budget, le texte laissé par Michel Barnier qui est examiné au Sénat. Martial You, est-ce que c'est compréhensible pour les Français? Si je fais un raisonnement par l'absurde, qu'on applique stricto sensu ce qui s'est passé sur la proposition de budget de Michel Barnier, les députés ont estimé que son gouvernement n'était pas en mesure de tenir un budget et donc on votait la censure. Si on est... Alors c'était sur le PLFSS, pour le financement de la sécurité sociale. Globalement, on est d'accord pour dire que les parlementaires, en tout cas les députés, estimaient qu'il n'y avait pas de budget viable. Donc aujourd'hui, avec le même texte, on risque d'avoir les mêmes députés qui finissent par adopter ce budget. Moi, je pense que pour les politiques, et pour les Français, c'est quand même compliqué à comprendre. Enfin, sauf si on admet une bonne fois pour toutes qu'on n'est pas du tout en train de s'occuper du budget de la France, mais on fait de la politique. Ouais, voilà, on fait de la politique, on règle des équilibres, on essaie de trouver des accords, mais il n'est pas question en ce moment de sortir la France de ces problématiques budgétaires en réalité. Ouais. Pour justifier le fait de repartir de la copie Barnier, Lucille Schmitt, il y a la question de la temporalité. Le Premier ministre dit qu'il est contraint par le temps. Est-ce que c'est effectivement impossible de proposer son propre budget? Comment vous l'analysez, ça? Et moi, je regrette qu'il n'ait pas imaginé cette hypothèse, en tout cas, parce que je rappelle qu'on est un pays dans lequel on dit qu'on a une très, très bonne fonction publique, une grande direction budgétaire, une Cour des comptes remarquable. Et donc, je pense que repréparer un budget, et le budget reflète toujours un projet de société, si on veut se rapprocher de la gauche, si on veut donc passer d'une situation dans laquelle Michel Barnier était prisonnier du Rassemblement national, ou maintenant faire un geste vers la gauche, il me semble que symboliquement, effectivement, si on veut être compris des Français, ce serait bien d'avoir un nouveau projet de budget. Après, j'entends la question des délais, mais j'ai le sentiment que du coup, on se trouve pris dans un exercice où on va avoir le sentiment d'une espèce de petit bout de ficelle ou petit pas par petit pas, qui va évidemment dégoûter un certain nombre d'électeurs de gauche. Donc le Parti socialiste pourrait être pris
dans la nasse du fait d'avoir fait confiance, parce qu'il y a eu quand même des gestes, il y a eu des prises de position du chef du PS qui ont été extrêmement significatif, alors que ce n'était pas sa position il y a encore quelques semaines. Et donc, pris dans la nasse, et du côté de François Bayrou, pris aussi dans la nasse, parce qu'on a le sentiment qu'il n'arrive pas à être suffisamment précis, qu'il a promis des choses en général, de manière très vague, mais que la question budgétaire, ça oblige à être concret, à regarder les chiffres, à regarder les équilibres. Et ça, c'est très mauvais aussi pour la position de la France au niveau de l'Europe et vis-à-vis des marchés. Ouais. Éric Heer, alors on a entendu Michel Barnier parler de 60 milliards d'économies. François Bayrou, alors au début, on était redescendu à 50 milliards. On s'y perd un peu. Il faut combien pour stabiliser notre dette? Et est-ce que c'est en un an? Enfin, voilà, c'est une vision un peu plus longue qu'il faut avoir. Vous avez raison, c'est ça la bonne question. En fait, on s'est engagé vis-à-vis de nos partenaires européens à stabiliser notre dette. Et donc, il faut 110 milliards. Enfin, il y a un petit débat, c'est entre 110 et 120. Okay. C'est 120 milliards, c'est pour stabiliser, enfin effacer le déficit structurel primaire, puisque le structurel, il y a un calcul, avec un calcul, il y a un économiste, et puisque les économistes ne sont pas d'accord, il y a des petites différences. Mais allez, globalement... On va dire 120. Allez, 120 milliards. Ouais. En combien de temps? Non, 120 milliards. C'est 120 milliards qu'il faut trouver. Une fois pour toutes, vous voyez, ça peut être cumulé. Et alors, la question, c'est en combien de temps? Oui, parce qu'en un an, c'est pas possible. Ça casse l'économie. Ça casse l'économie, il y a une crise sociale et on y renonce. En 20 ans... c'est pas crédible, parce qu'il y aura plusieurs gouvernements et on va pas le faire. Donc l'engagement vis-à-vis de Bruxelles, c'est 5 ans. D'accord? Donc en 5 ans, 110, 120 milliards, c'est à peu près 22, 24 milliards. On pourrait dire on fait 24 milliards d'efforts chaque année. La Commission européenne validerait, d'accord? Nos partenaires seraient d'accord et les marchés financiers y verraient clair. Alors pourquoi on se met plus la pression en disant il faut 60 ou 50 ans? On se dit au milieu des 5 ans, il y a une élection présidentielle. Donc en gros, globalement, il est possible qu'on ne tienne pas les efforts à ce moment-là. Donc il y avait eu un engagement de la part du gouvernement Barnier, donc ça avait été déjà envoyé ce programme pluriannuel, en disant on fait du front-loading, c'est-à-dire qu'on fait un peu plus la première année, et c'est un peu plus normalement, un peu plus pour montrer notre crédibilité, d'accord? Et puis, comme ça, si on fait un peu moins les années suivantes, c'est un peu moins grave. Alors, en fait, le 60 milliards, d'accord, de Barnier, en fait, quand on le calculait façon Commission européenne, et donc pour que ça soit comparable avec les 110-120, c'était plutôt 45. Donc, en fait, le Barnier, c'était 45, alors que dans le calcul, il faut faire 24. Vous voyez, donc on avait fait un peu d'avance. Et c'était dit dans le programme pluriannuel qu'en 2026, on ferait quasiment rien parce que ça prépare les élections présidentielles. Tout ça était validé. D'accord? Donc 45, donc il va falloir recommencer? Il va falloir recommencer, mais le 45 est peut-être un peu trop fort. Donc peut-être que si vous enlevez les 10 milliards, ça ferait 35. 35, là, je pense que tout le monde est d'accord. C'est important parce que ça facilite évidemment les négociations autour d'un budget, peut-être les négociations des partenaires sociaux autour. Enfin bref, tout ça, c'est pas la même pression si on part de 35 plutôt que de 60. Je vous vois dubitatif, Martial. Oui, parce que dans la mesure où on n'a pas fait 35 historiquement jusqu'à maintenant, ça reste difficile à trouver. Voilà. Et dans le discours d'hier de François Bayrou, j'ai plutôt vu des concessions qui nous coûtaient de l'argent ou des économies en moins que des économies en plus. Donc il faut quand même là qu'on me fasse la démonstration par A plus B qu'on y arrive. Avec une question, je reste sur la thématique de la temporalité, ce qui est quand même l'obligation de travailler vite. La ministre chargée des comptes publics affirme que la France aura un budget dans 15 jours. C'était sur TF1 ce matin. Nous sommes dans une situation inédite, grave. Nous sommes au service minimum. Il nous faut un budget le plus vite possible. Quand? Ce sera cette semaine au Sénat et la semaine prochaine finalisé à l'Assemblée. On va vite. Dans 15 jours, il y aura un budget? On va vite. On est en train de travailler pour qu'il puisse y avoir un accord à l'Assemblée à la fin du mois de janvier. Un accord, un budget fin janvier. Vous y croyez, Lucie Schmitt? Non, absolument pas. Et je pense que le problème qu'il y a, si vous voulez, c'est la dépolitisation, quelque part, de ce débat budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a une manière de considérer qu'au fond, l'accord avec des forces politiques... Je veux dire, c'est pas la culture politique française. C'est compliqué de détacher le Parti socialiste du NFP. Il a beaucoup à perdre sur le plan électoral. Et puis, il a beaucoup à perdre aussi sur le plan du contenu, puisqu'il demande de la justice fiscale, puisqu'il demande de meilleurs services publics. Et le RN, le Rassemblement national, a tout
tout à gagner, d'une certaine manière, de cette façon dont le Parti socialiste pourrait ensuite être détaché sans avoir de contenu. Et donc, quand j'entends Amélie de Montchalin, excusez-moi, mais je trouve ça surréaliste. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que là, on dit beaucoup qu'en France, il y a trop de technocrates. Il y a un sujet sur la manière dont le pays réel et le pays gouverné, enfin ceux qui gouvernent, pourraient vraiment faire le lien entre la vie des gens, la façon dont on entend les choses. Et nous, je crois qu'on n'a pas intérêt dans la situation actuelle à être aussi sûr de soi. Je pense qu'il y a un devoir de modestie. Et je pense que ce qui menace, en entendant ce genre de discours, qui est en fait une manière de prendre encore une fois en otage les socialistes, ce qui menace le gouvernement, c'est d'être le gouvernement le plus court de la Ve République, alors même que Michel Barnier avait été déjà le gouvernement le plus court de la Ve République. Tombé encore plus vite que Michel Barnier. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, merci. 15 jours, on ne va pas parler du fond. Ou très peu, quoi. Très peu. On va repartir sur la copie qui a été laissée par Michel Barnier, mais surtout, moi, je voudrais qu'on se rende compte de ce que signifie 35 milliards. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est approché un peu de ça, c'était au début du quinquennat de François Hollande. Oui. On était en dessous de 30 milliards déjà. Ça a duré 2 ans. Là, on a parlé de choc fiscal. Et d'un seul coup, on a refermé les écoutilles. Et on a fait sans doute la pire bêtise du quinquennat de François Hollande. C'est-à-dire qu'on a mis moins d'un foyer sur 2 à payer l'impôt sur le revenu. On a sorti plein de gens. Et on était avec une majorité parlementaire qui était derrière François Hollande. Donc, quand on met tout ça bout à bout, je ne vois pas comment on arrive à faire les économies qui sont nécessaires pour le budget de la France, si on veut tenir nos objectifs, avec une Assemblée éclatée. Il y a aussi un élément dont il faut parler, Éric Heyer, c'est là on est dans une crise politique avec des conséquences économiques qui sont quand même assez majeures sur les grands équilibres, quoi. On peut parler de l'épargne, on peut parler des décisions prises par les chefs d'entreprise, etc., etc., quoi. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde la situation conjoncturelle, les entreprises nous disent le problème aujourd'hui, c'est les carnets de commandes qui sont vides, donc il n'y a plus de demande en interne, les ménages épargnent, il n'y a pas de demande en externe parce qu'il y a du protectionnisme un peu partout, allez, on va vite, du coup les carnets de commandes s'effondrent. Donc se dire, mettre un choc sur le pouvoir d'achat au moment où tout s'effondre, qu'est-ce qui va se produire ? Il y aura sans doute en tout cas une stagnation, voire peut-être une récession, une hausse du chômage. Donc effectivement, on se dit c'est peut-être pas le moment. Et donc ça plaide pour en sortir vite de cette crise politique et donc de trouver un budget rapido. De l'autre côté, effectivement, pourquoi il y a les ménages épargnent, pourquoi les entreprises aujourd'hui n'investissent pas ? C'est que, en gros, on entend dire il faut 110, 120 milliards, d'accord ? Mais on ne sait pas qui va les payer. Il n'y a pas encore un élément à la limite. Et donc il y a une grande incertitude. Quand vous êtes dans l'incertitude, vous dites bon, si ça tombe sur moi, il vaut mieux que je sois prudent, donc j'épargne. Donc je n'investis pas pour une entreprise, donc je n'embauche pas. Peut-être que l'idéal, c'est vrai que c'est pas bien de faire les 110 milliards, on préférerait ne pas les faire. Mais allez, on a quand même 6% de déficit, il faut quand même montrer un tout petit peu qu'on est rigoureux. Qui va contribuer et qui va donc il faudrait le plus très clairement sur les 110 milliards, tant seront sur les entreprises publiques, tant sur les entreprises privées, tant sur les actifs, tant sur les inactifs, qu'on donne la facture. Ensuite, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on va lever l'incertitude et on saura à quel bout, on saura à quelle sauce on sera mangé. Et donc, au moins la certitude va partir. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y aura pas des effets récessifs de ces mesures sur la croissance. Mais encore une fois, soit on se dit aujourd'hui, on est dans une situation impossible. Et donc, ce n'est pas la croissance qui va nous permettre de réduire les déficits. C'est bien des efforts qu'on va demander. Et il faut essayer de trouver les efforts qui impactent le moins la demande aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on se tourne vers les plus riches, parce qu'on sait que les plus riches ont beaucoup plus d'épargne, saturent leur consommation, donc c'est effectivement eux qui ont des effets récessifs à court terme, le moins fort. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas tout mettre non plus sur les plus aisés, donc vous voyez, c'est pour ça qu'il va bien falloir la répartir, cette facture, et surtout dans le temps. Mathieu, il y a intervenu. Non, oui, parce qu'on n'a pas eu les réponses hier, ni aujourd'hui en tout cas. Moi, je suis frappé que François Bayrou, qui a construit toute une partie de son parcours politique sur la bataille contre l'endettement et arrive aux affaires, aux manettes, avec absolument rien dans ses poches ni dans ses valises. Il a eu 30 ans pour s'y préparer à la réduction de la dette et on n'a rien eu hier. Qu'est-ce qu'on a eu hier ? Oui, il y a 1000 organismes opérateurs d'État et agences d'État. On y reviendra. C'est un sketch. On n'est pas du tout sur des volumes. Bon, ça, je me le garde pour plus tard. Les agences, le périmètre de l'État, je trouve que c'est intéressant. Oui, bien sûr, mais par rapport à ce que dit Mathieu Croissando, on a eu quand même une info
c'est que la croissance, elle ne serait pas à 1,1, mais à 0,9. Bon, bah ça passe comme ça, comme une lettre à la poste, mais c'est 6 milliards qui manquent déjà à peu près dans le budget, rien qu'au départ. On a eu ces petits éléments-là, on va pas faire 5 comme on devrait le faire de déficit. Là, on se donne un tout petit peu d'air. Voilà, on se donne de l'air. Là, on gagne 12 milliards qu'on n'est pas obligé d'aller chercher. Oui, mais enfin, malgré tout, si vous faites 12 moins 6, on n'a pas gagné grand-chose dans l'histoire. Et qui nous dit que les comptes actuels sur lesquels on travaille sont les bons? Qui nous dit que ce qui s'est passé l'an dernier, avec des notes du Trésor envoyées à la fin novembre, qu'on a découvert dans la sphère politique et médiatique au mois de mars, ne sont pas en train de dire... Sincérité budgétaire. Oui, mais franchement, Éric, on verra. Et ensuite, Lucide Schmitt. Pardon. Mais ce qui est important aujourd'hui, à la limite, c'est pas le déficit, d'accord ? C'est les efforts qu'on fait pour le réduire. C'est-à-dire que ce que va regarder les marchés et la Commission européenne, c'est est-ce que vous faites des efforts pour le réduire. Tant pis, si vos déficits restent élevés, si vous avez fait des efforts, d'accord, on va le mettre à votre crédit. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on soit crédible sur les efforts. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire 60, on sait qu'on ne les fera jamais. Il faut être beaucoup plus raisonnable et les étaler dans le temps et s'y tenir. Et c'est sans doute pour ça qu'il ne fallait pas employer le mot suspension à propos de la réforme des retraites. Ça se discute. Ça peut se discuter, Lucide Schmitt. Oui, moi je voulais dire que je suis d'accord sur le fait qu'il faut évidemment savoir qui va faire les efforts, mais justement on a le sentiment que lorsqu'on va jusqu'au bout de dire qui va faire les efforts, à ce moment-là ça s'arrête. C'est-à-dire que par exemple lorsqu'on dit qu'il faut que ce soit des retraités qui fassent des efforts, ça s'arrête, on arrête. Lorsqu'on dit qu'il faut que les collectivités locales participent à l'effort, on s'arrête. On divise par deux, au fond, les efforts demandés aux collectivités locales. Et donc, on a le sentiment qu'en fait, il y a un problème de clientèle. C'est-à-dire que dans une situation de grande instabilité électorale, au fond, chacun veut que sa clientèle puisse se sentir épargnée. Et donc, on n'a jamais été aussi loin sur le plan politique par rapport au raisonnement économique que vous venez de tenir. On n'a jamais été aussi loin, au fond, de ce qui est annoncé. Oui, mais ça, c'est une responsabilité collective. Parce que chaque ministre se bat pour son budget, chaque secteur d'activité vient se plaindre auprès du ministre en disant comment c'est insupportable, on ne peut pas faire tant d'efforts. Chaque collectivité locale dit notre budget est grévé, on ne va pas s'en sortir. Je pense, Thomas Huck, c'est qu'en fait, ça relève surtout de la capacité d'un Premier ministre, effectivement, à arbitrer au sein de son équipe et de son côté à laisser de côté certains de ces mantras, certaines de ces vieilles lunes qui sont de dire qu'il ne faut pas squeezer les collectivités locales. Il faut reconnaître que le millefeuille territorial nous coûte cher. Il faut reconnaître qu'il y a un problème d'efficience de la dépense publique très important et qu'il ne s'agit pas seulement de faire des coupes sombres. Il y a un sujet d'efficience, ça a été reconnu par la Cour des comptes à plusieurs reprises. Et donc moi je suis assez frappée de voir que le donnant-donnant continue à l'emporter sans qu'il y ait une ligne claire, à la fois d'ailleurs du côté des socialistes comme du côté de François Bayrou. Et du coup ce que vous venez de dire est très clair, mais à mon avis infaisable dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui électoralement. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est tous les jours, on commente une mesure. Et donc on dit, tiens, les retraités, 4 milliards. Non, mais pourquoi moi, retraité, je ne dois pas être le seul. Alors qu'on devrait dire toutes les mesures le même jour, en disant, c'est 4 milliards pour les retraités, mais c'est tant pour les autres, etc. C'est un effort collectif. Exactement, et pour se dire, tout le monde va être... Alors qu'on fait une mesure chaque jour, et là, mais pourquoi moi? Passe ton chemin. Alors, allez-y. Non, la deuxième raison, c'est que sans doute aussi, le choix français pendant la crise était peut-être pas le meilleur. C'est-à-dire que le choix français pendant la crise, c'était, admettons, de faire des boucliers. C'est-à-dire de dire, allez, je donne la même aide à tout le monde, mais qui est invisible. Aujourd'hui, très sincèrement, aucun Français n'est capable de dire de combien il a été aidé pendant la crise énergétique. En Allemagne, ils ont reçu des chèques. Ah, tiens, un chèque, j'ai été aidé de 300 €, ça je le sais. Si je l'ai oublié, on peut me le rappeler. Là, aujourd'hui, je vous me défie, qui est capable. Et donc, personne n'a l'impression... Il y a aussi des ménages qui n'en avaient pas besoin et qui en ont... Exactement. Et donc, mais ils ont dit, mais je t'ai rien demandé. Donc, maintenant, ne viens pas m'ennuyer. C'est pas moi le déficit. Je n'ai pas été aidé, j'ai perdu en pouvoir d'achat ou je ne t'ai rien demandé. Et donc, la façon de faire à la française qui était de dire, allez, je ne cible pas, je le fais par des boucliers, c'est sans doute la pire façon de faire parce qu'aujourd'hui, personne n'a l'impression d'avoir été aidé, donc personne ne veut payer. Ce qui manque, c'est vrai, c'est la pédagogie sur la durée. Ce que fait Éric là, j'entends pas un ministre de l'économie depuis des années le faire. C'est-à-dire que lorsqu'on a mis en place le bouclier tarifaire, un Premier ministre ou un ministre de l'économie aurait dû dire, bon ben voilà, aujourd'hui on vous protège, ça veut dire que c'est l'État qui paye une grosse partie de la facture d'électricité ou de gaz. Mais il y a un moment où les prix vont baisser et vous allez continuer à les payer un peu plus cher que le marché parce qu'à ce moment-là, on se rattrapera. On est en train de lisser. Il y a un moment où vous serez perdant. Jamais personne ne l'a expliqué aux gens. Donc il y a un moment où tout le monde se réveille en disant mais comment ça se fait que moi je paye mon électricité plus cher que le voisin allemand ou anglais? Sauf qu'il y a
3 ans, l'anglais, il avait vu sa facture exploser. Et si on n'explique pas ça, si on ne donne pas de la visibilité, eh ben, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un budget qui se tient dans la durée. Et vous tombez au bout de 2 ans sur un ras-le-bol fiscal, encore une fois, et vous arrêtez. On peut souligner les responsabilités des oppositions, pardon, hein, parce que cette histoire de tarif de l'électricité qui devait baisser de 14 et qui ne baisserait que de 6, dans de mémoire, de toute façon, ça baissait. Donc après, faire des pieds et des mains, comme l'a fait le Rassemblement National ou une partie de la gauche... Je vous redonne la parole tout de suite. Lucie Schmitt, c'est promis, mais je voudrais... Il y a quand même un débat... Non, mais vous inquiétez pas. On cherche... Bon, voilà, tout le monde autour de cette table et au sein des ministères cherche ces milliards d'économies. Évidemment, il y a une façon de le faire, c'est les recettes. Donc de nouveaux impôts, sauf qu'on va rentrer dans une spécificité parlementaire, c'est qu'en partant de la copie laissée par Michel Barnier, il y a quelque chose qui s'appelle l'entonnoir. Écoutons la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nous rappeler cette règle. Vous savez que M. Bayrou reprend le budget de M. Barnier, vous le savez. Ce n'est pas un nouveau budget qui est fait. Vous savez qu'il est annoncé qu'il y aura 50 milliards d'économies supplémentaires qui est demandé, c'est-à-dire un budget encore pire que celui de M. Barnier. Quand on reprend un budget, il y a un système qu'on appelle à l'Assemblée l'entonnoir. L'entonnoir ne permet pas de faire de nouveaux amendements sur la question des recettes. Donc la seule chose sur laquelle qu'on pourra bouger, c'est la question des dépenses. Donc, soit il promet un budget rectificatif qui arrivera plus tard, à un moment où il sera probablement déjà tombé. Donc, c'est une chimère. Donc, il y aura un budget qui est encore pire que celui de M. Barnier. Lucie Schmitt, ça veut dire que, si j'ai bien compris, si on veut instaurer de nouveaux impôts, faudra voter une loi fiscale supplémentaire, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais surtout ce qui est très intéressant dans ce que dit Mathilde Panot, et justement c'est là-dessus que je voulais intervenir, c'est que quand on réfléchit à la question... des 125 milliards dont vous avez parlé, il y a évidemment la question de l'arbitrage entre recettes et dépenses. Et qu'on voit bien dans ce que dit Mathilde Panot, qui pour une fois a parlé clairement, c'est que la question des recettes donc, se trouve exclue par ce qui est en train d'être envisagé. Et ça, c'est un problème très important lorsqu'il s'agit de faire par exemple une alliance avec les socialistes, puisque les socialistes souhaitent davantage de justice fiscale et donc souhaitent en fait qu'il y ait par exemple un retour de l'impôt sur la fortune. Et donc ça, c'est un problème fondamental qui va contre l'argument utilisé notamment par Amélie de Montchalin sur la question des délais. La question des délais, évidemment, elle est importante, sauf qu'elle est moins importante, me semble-t-il, que la question de pouvoir déboucher sur un élargissement qui permette, au fond, d'avoir cet accord de non-censure. Et surtout, ça signifie qu'effectivement, le budget ne peut pas représenter un budget enfin, pas vraiment de coalition, mais en tout cas de non-censure pour la gauche. Donc, il y a un vrai sujet. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit bien que dans le discours assez pédagogique qui est aujourd'hui tenu par ceux qui, au fond, souhaitent qu'Emmanuel Macron soit contraint à la démission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui travaille sur est-ce qu'on va vers davantage de parlementarisme ou est-ce qu'on va vers une démission présidentielle anticipée. C'est ça le sujet autour du budget. Et donc on voit bien qu'il y a une véritable pédagogie de ceux qui souhaitent une élection présidentielle anticipée, qui sont en train de l'emporter sans doute vis-à-vis de l'opinion publique, en tenant ce discours en disant « Imaginez, les socialistes vont vous trahir s'ils font un accord avec ce gouvernement, parce qu'au fond, ils ont voté un budget beaucoup plus à droite que celui sur lequel on a censuré. Et puis, le Rassemblement national va dire la même chose. Et donc, tout ça va aboutir à un blocage total. Et évidemment, le budget sera l'occasion de faire tomber le gouvernement. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs qui disent « Ok, on parle recettes, donc on parle impôts. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux impôts ?» Parce que c'est quand même la question récurrente. Alors, il y a eu quand même des annonces. François Bayrou, hier, il a parlé d'un mécanisme anti-optimisation fiscale. Alors, c'était beaucoup plus clair hier à l'Assemblée qu'aujourd'hui au Sénat. Donc, on a choisi le passage à l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de travailler sur une taxe anti-optimisation pour les hauts patrimoines, ce qui est une manière de prendre en compte ces patrimoines, la dimension de ces patrimoines, et d'envisager de vérifier qu'ils n'échappent pas à l'impôt en les affectant d'un taux de contribution. Oui, il y a eu déjà des travaux sur ces sujets. De quoi parle le Premier ministre Éric Heyer ? Donc c'est l'optimisation fiscale, c'est légal, mais des fois on abuse, quoi. C'est ça ? C'est ça. Oui, en gros, vous avez de mémoire à peu près 470 niches fiscales en France. Vous voyez, c'est énorme. Ça représente à peu près 92-94 milliards d'euros. Donc c'est énorme. C'est légal.
D'accord ? Chaque ministre a mis sa propre niche fiscale avec son nom. Et donc, qui peut se retrouver dans ce maquis des niches fiscales ? D'accord ? Uniquement les ménages qui peuvent se payer un avocat fiscaliste. C'est ça, ça fait vivre des avocats fiscalistes. Oui, d'accord. Oui. Et donc, ils ont intérêt parce qu'ils payent beaucoup d'impôts. Et donc, ce que l'on voit, ce qu'a montré un économiste qui s'appelle Zuckman, c'est que globalement, le taux d'imposition augmente avec votre revenu, mais à partir des 0,1, donc il faut aller quand même assez haut, hop, ça chute. C'est-à-dire qu'ils payent moins d'impôts, d'accord, en pourcentage de leur revenu. Les très 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 riches. Donc les très très riches, parce qu'ils utilisent énormément, entre autres, ces moyens d'échapper à l'impôt. Et donc, l'idée, c'était de dire, allez, on va quand même mettre un impôt minimal, c'est-à-dire en dessous de 20%, si tu as le droit d'utiliser l'optimisation fiscale, mais si tu en abuses et que tu descends, l'abuser, ça serait être en dessous de 20% de taux d'imposition, tu payes l'écart entre où tu es et les 20%. Pourquoi pas ? Ça voudrait dire simplement tu peux l'utiliser, mais il va falloir quand même que tu payes un peu d'impôt sur le revenu. Alors, il y a la question des ménages très riches, puis alors des entreprises, la taxe sur les super profits. Alors, c'est un des effets collatéraux de la censure de Michel Barnier. Ça, Martial, pour l'instant, elle a disparu. Voilà, moi j'étais assez surpris hier après-midi de voir qu'on passait de la poule au pot d'Henri IV à la poule aux œufs d'or de Jean de La Fontaine. C'est-à-dire que d'un seul coup, le discours est devenu pro-entreprise. C'est notre trésor, il ne faut absolument pas les surtaxer de façon abusive. Formidable, parce que c'est vrai qu'on a vu 66 000 faillites d'entreprises cette année en France, on est sur une situation où le chômage remonte. Donc il vaut mieux, à la rigueur, préserver les entreprises. La question, c'est que ensuite, il va quand même falloir aller trouver 2-3 milliards ici ou là, quand même, pour essayer de boucler ce fameux budget. Et donc, je ne comprends pas ce que veut faire réellement le gouvernement de François Bayrou vis-à-vis des entreprises. Je comprends pour les ménages, c'est-à-dire que là, c'est un peu père fouettard, c'est-à-dire qu'il y a une raison de taxer qu'on n'avait peut-être pas forcément avant les ménages les plus riches, c'est parce qu'ils abusent de l'optimisation fiscale. Ça, c'est pas bien, c'est pas citoyen, vous voyez. Donc là, on peut les taxer, c'est presque moral. Pour les entreprises, moi, j'en reste sur la déclaration d'hier. Et si j'étais patron du MEDEF ou d'une entreprise du CAC 40, je me dirais, a priori, je vais peut-être quand même passer un peu entre les gouttes. Mais fondamentalement, je vois pas comment on peut s'en passer de ces 8 milliards, quand même. C'était à peu près ça, l'ordre d'idée que prévoyait la surtaxe sur les entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires en France. Il nous reste une quinzaine de minutes dans ce débat et il y a une personnalité sur laquelle on va se concentrer. Mathieu, nouveau ministre qui se retrouve au cœur de cette bataille budgétaire, c'est Éric Lombard. Oui, alors de l'avis de tous ceux qui le fréquentent, ça fait des mois qu'il y pensait, des mois qu'il se préparait, des mois qu'il en rêvait. L'été dernier, son nom avait même circulé pour Matignon à l'époque où Emmanuel Macron se cherchait un Premier ministre. Et le voilà donc finalement à la tête de Bercy avec ses 130 000 fonctionnaires et puis sur son bureau, ce dossier explosif du budget, celui-là même qui a fait tomber Michel Barnier. Alors l'économie, Éric Lombard a le mérite de baigner dedans depuis qu'il est sorti d'HEC. Il a 66 ans, une personnalité discrète, très peu connue des Français, qui a fait l'essentiel de sa carrière dans la banque et dans l'assurance. Jusqu'à décembre dernier, il était à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, qui est le bras financier de l'État et des collectivités. Mais la politique, ça ne lui est pas tout à fait étranger non plus, Bercy non plus d'ailleurs, puisqu'il a été au début des années 90, dans les couloirs de Bercy, je disais, oui déjà, il a été membre du cabinet de Michel Sapin, qui était alors ministre des Finances. Et donc, du coup, il s'est déjà frotté, d'une certaine façon, aux arbitrages budgétaires. Et alors, il a la particularité d'être un homme de gauche. Oui, mais alors de ce qu'on appelait autrefois la deuxième gauche. Vous vous souvenez, celle de Michel Rocard, celle de la réforme, celle du compromis, de la concertation, ça tombe bien. Puisque Éric Lombard, lui, n'a jamais caché son étiquette dans sa poche. À des proches, il s'est même décrit récemment comme le gauchiste de service au sein du gouvernement Bayrou. Faut pas exagérer non plus, puisque au tournant des années 2010, il était le trésorier d'un think tank de hauts fonctionnaires sociaux-libéraux baptisé l'EGRAC, qui était le marchepied du macronisme avant Macron, si j'ose dire, du genre à réclamer la fin des 35 heures, la baisse des dépenses publiques et l'allongement de l'âge de la retraite. Bref, c'était la gauche des petits matins calmes plutôt que celle du Grand Soir et de la Révolution. Mais il connaît et tutoie un grand nombre de socialistes, à commencer par Olivier Faure, qui le qualifie même d'ami personnel. Mais évidemment, c'est un atout dans les négociations. Ah ben oui, et de fait, les socialistes, les écologistes et même les communistes qui ont partagé la semaine dernière un dîner nocturne à Bercy avec lui après une séquence de négociations n'en sont pas revenus de trouver table et oreille aussi grandes ouvertes. Mais Éric Lombard, qui se passionne désormais pour les arcanes du PS comme un vieux socialiste à la veille d'un congrès, est-ce qu'il a parlé trop tôt ou trop vite ?
hier, ces convives de la semaine dernière faisaient une sacrée tête parce qu'ils ont l'impression de s'être fait rouler dans la farine après la déclaration de politique générale de François Bayrou dont on parlait tout à l'heure. Il n'y avait pas assez de gestes. Où était passé tout ce qui avait été mis sur la table? On commence à comprendre que François Bayrou saupoudre petit à petit, jour après jour, les petites concessions remarquables ou non à la gauche. Mais voilà, Éric Lombard va devoir apprendre cette espèce de rythme politique et ce rythme berrouillin, si j'ose dire. Il lui reste un mois, c'est le métier qui rentre. Ouais. Lucie Schmitt, est-ce qu'il a trop promis à ses interlocuteurs, socialistes notamment, à Éric Faure? Moi, j'avais été assez marquée la semaine dernière lorsqu'Éric Lombard était passé sur une radio du service public, parce qu'il avait osé dire qu'au fond, le Rassemblement national n'était pas forcément au centre du jeu. Et je m'étais dit que c'était extrêmement positif, parce qu'au fond, le reconnaître, ça montrait qu'on réouvrait les choses. Et donc, c'est certainement cette déclaration qui a permis qu'il ait pu avoir 3 composantes sur 4 du nouveau Front populaire qui soient venues à Bercy, parce qu'il y avait quelque chose de très symbolique dans le fait de dire ça, y compris vos confrères n'en revenaient pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il y a eu ces discussions, et j'observais que Patrick Kanner, qui est un vieux routier, a dit « mais on n'a rien signé, on n'a pas eu d'écrit ». Et donc, il y a la question de la parole et de l'écrit. Et on voit bien que sur l'enjeu des chiffres et le fait de dire oui, on va avoir telle ou telle orientation, ensuite on rentre. L'entonnoir n'est pas seulement dans la procédure. Il y a aussi la question de comment on sort de l'entonnoir, qui est au fond une politique quand même de droite, dans laquelle on ne fera pas de nouveaux impôts, parce que le budget a bon dos, en fait. Il y a aussi une orientation idéologique. Je rappelle que la suppression de la taxe d'habitation, que la discussion déjà entre Michel Barnier et l'ex-majorité présidentielle était extrêmement houleuse, en fait, sur la question fiscale. Et donc, on voit bien que derrière ça, il y a aussi une idéologie, ou une philosophie, en tout cas, incarnée par Emmanuel Macron. Et donc, peut-être qu'Éric Lombard a surestimé, en tout cas, l'importance, la marge de manœuvre qu'il avait au sein du gouvernement, et y compris vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc, juste pour terminer, il me semble qu'il doit montrer qu'il est un ministre de l'économie de plein exercice. Et puisque se dit de gauche, très bien, ministre de l'économie de gauche dans ce gouvernement, il doit le montrer au Premier ministre et certainement aussi à la Macronie. Ouais. Est-ce qu'il a la même vision de l'économie que François Bayrou ? Éric Lombard. Surtout, il va falloir qu'ils soient alignés tous les deux. S'il veut être crédible vis-à-vis de la gauche qui a envie de lui faire confiance, Éric Lombard doit au moins, lorsqu'il parle, être assuré que derrière, François Bayrou va être à peu près sur la même ligne. Et c'est un peu la difficulté qu'on a vue hier. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est dit, ils sont un peu bredouilles, les socialistes, parce que je pense... Ça se voyait sur leur visage. Ils avaient eu des engagements de la part d'Éric Lombard, et c'est pas du tout ce qu'on retrouvait dans le discours de politique générale. Maintenant, je dirais quand même, bon point. Moi, au lendemain de la nomination du gouvernement Barnier, j'avais fait un édito sur RTL en disant « mais il fallait surtout pas mettre des macronistes à la suite de Bruno Le Maire à Bercy. C'était la pire décision. Donc mettre Armand et Saint-Martin, qui sont des gens tout à fait louables, c'était la pire idée. Et quitte à avoir réussi à ramener Didier Migaud dans le gouvernement, fallait le mettre à Bercy. Un homme de gauche, à peu près consensuel, plutôt que de le mettre comme garde des Sceaux. Donc là, je veux dire, on a corrigé ça. On a été chercher un homme de gauche qui est écouté, cru par les gens de gauche, par les socialistes en tout cas à coup sûr, et qui va peut-être pouvoir faire entrer les socialistes, le PS, dans une discussion pour éviter toute censure et avancer sur des thématiques qui vont être des signes, des scalps qui vont pouvoir être brandis par les socialistes pour se détacher de LFI et du NFP. Ouais. Un banquier, assureur, donc ancien chef d'entreprise, ancien patron de la Caisse des dépôts, ça peut rassurer les marchés financiers, ça, Éric Heyer, ou alors c'est pas le pédigré qui est regardé par les marchés? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est pas le pédigré. Non, ça sera vraiment sur les actes. Effectivement, est-ce qu'il y a un budget? Quels sont les efforts? Est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils vont être tenus? Qui le supportent? Quel impact sur la croissance économique? C'est tout ça qu'on va regarder. Ouais, effectivement, avec sur la question des économies budgétaires, comme promis, on va ouvrir ce chapitre consacré à cette bureaucratie trop lourde. C'est le terme qui a été employé par le Premier ministre. On écoute un extrait de son discours. Est-il nécessaire que plus de 1000 agences, organes ou opérateurs exercent l'action publique ? Nous connaissons le rôle précieux de plusieurs d'entre elles, comme France Travail. Mais ces 1000 agences ou organes, sans contrôle démocratique réel, constituent un labyrinthe dont un pays rigoureux et sérieux peut difficilement se satisfaire. Bon, Mathieu, je
profite quand même. Il y a une première agence ou un organe de l'État. C'est un peu perfide, mais je me demande si le Haut Commissariat au Plan est visé, parce que vu la productivité du Haut Commissariat au Plan sous François Bayrou, ça aurait été dommage de se priver de cette petite pique quand même que vous prononciez. Franchement, ça rapporte pas. Non, c'est pas là-dessus qu'on va sauver le budget de l'État. Est-ce qu'il y a du Elon Musk chez François Bayrou, Martial You? Alors, s'il est un tout petit peu plus souple qu'Elon Musk, ce serait pas mal, mais effectivement, il va falloir... Mais vous savez, moi, ça fait 25 ans que je suis journaliste éco. Je pense que ça fait 26 ans que j'entends parler de ça. Le choc de simplification, j'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a l'inspection générale des finances qui a des placards ou des tiroirs et qui régulièrement ressort cette idée-là. Réduction des niches fiscales, simplification administrative, réduction... Mais parce que, on le dit souvent, dans chaque niche, il y a un chien. C'est un peu pareil avec dans chaque agence. Il ne faut pas oublier non plus que ces agences-là... Alors oui, il y a des doublons, évidemment. Mais ce sont souvent des services décentralisés de l'État. C'est aussi une façon de faire vivre l'État dans les régions, dans les départements, dans les communes. L'Office national des forêts, c'est quelque chose qui a une réalité dans beaucoup de régions. C'est pareil pour, même si c'était décrié par François Bayrou hier, l'Office de la biodiversité, l'OFB, qui certes fait des contrôles, ça passe difficilement auprès des agriculteurs, mais c'est quand même quelque chose qui est, quoi qu'on dise, plus ou moins nécessaire quand même dans la régulation de l'ensemble de ces secteurs-là. Donc, il faut faire attention à pas faire de la démagogie. Il faut juste se poser 5 minutes, ou peut-être un peu plus, pour se dire qu'est-ce qui doublonne. Alors effectivement, sur le Haut Commissariat au Plan, vous avez France Stratégie, vous avez tout un tas d'autres systèmes qui existent, où vous dites là, il y a peut-être moyen effectivement de ramasser tout ça dans un seul et même service. Mais ce sera pas la solution miracle. C'est pas avec ça qu'on trouvera les 35 milliards pour l'année qui vient ou les 120 à venir. Je crois qu'on est tous d'accord. Avec là aussi, ça rejoint des choix politiques, parce que moi je trouve ça marquant. Il y a eu dans le discours de François Bayrou, effectivement, l'Office français de la biodiversité pointé du doigt, quand il dit ils arrivent avec leurs pistolets chez les agriculteurs. Et puis il y a aussi l'offensive de plusieurs leaders de la droite contre l'ADEME, contre l'Agence de la transition écologique. Là aussi, c'est pas neutre, Lucille Schmitt. Oui, moi justement, je voulais citer l'ADEME pour dire combien les agences pouvaient être fort utiles, et notamment aider l'État à devenir plus technique par rapport à des domaines sur lesquels il faut trouver le moyen d'avoir un langage d'ingénieur, discuter avec les entreprises, savoir de quoi on parle. Et en ce qui concerne l'Office français de la biodiversité, moi je veux les défendre très fortement, très fervemment, très intensément, parce que je pense que si la France n'est plus un grand pays de biodiversité, la France ne sera plus la France. Donc là, il y a de l'électoralisme. Écoutez, je pense qu'il y a un moment où, quand on est Premier ministre, il faut arrêter de penser qu'on est maire d'une ville de... il ne faut surtout pas que j'ai l'air méprisante, mais en tout cas, je pense qu'il faut arrêter de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Et puis, il y a un truc à dire sur la question des agences, c'est qu'il faut regarder l'efficience de la dépense publique. Il faut regarder effectivement s'il n'y a pas des doublons. Il faut le regarder aussi dans les collectivités locales. Il faut arrêter de faire des prestations avec McKinsey. Il faut ressaisir les hauts fonctionnaires de leur rôle. Ça coûte très cher à la nation de former les hauts fonctionnaires. Ensuite, il faut les utiliser à 150%. Il faut les envoyer sur le terrain. Et donc, il faut revoir la manière dont on utilise l'État et pas seulement sortir ces chiffres. Vous avez raison. Ce sont des vieilles lunes et on sait qu'on ne fera rien. Oui. Mais il faut regarder les masses aussi. Les grandes masses de dépenses de l'État, on est les allègements de charges. Les allègements de charges, ça se compte en dizaines de milliards. Le budget d'une agence de l'eau ou d'un office de la biodiversité. Ou alors, si on parle des retraites, c'est payer les retraites des fonctionnaires. Ça coûte par exemple très cher au budget de l'État. Donc il faut aussi se dire les choses. Oui, puis comme le disait Martial, je veux dire, ce sont aussi les services souvent les plus opérationnels, c'est-à-dire ceux qui discutent avec la société, avec les entreprises. Il y a quand même, vous l'avez dit les autres, il y a quand même... Il y a des doublons, notamment dans les collectivités locales. Est-ce que la France est suradministrée? Alors ça, on pourrait faire 2 débats d'1h30 là-dessus, Éric Heyer, mais... Alors, une façon d'y répondre avec des statistiques, c'est que vous regardez les services généraux. Donc Eurostat fait ça, compare le poids des services généraux en points de PIB. Bien entendu, plus on est important, plus c'est normal qu'il y ait des services. Et quand on regarde ce chiffre-là, non. On est de mémoire à 5,7 points de PIB, quand l'Allemagne est à 5,8, vous voyez, et que la moyenne est à peu près à cela. Donc, il y a bien sûr le Royaume-Uni qui est à 4,3 de mémoire, donc on peut toujours dire, on peut aller vers ce que fait le moins 10 ans systématiquement. Mais si on a un poids des dépenses publiques en France plus important qu'ailleurs, c'est pas là.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts, mais c'est pas là. Non, c'est clairement dit, c'est le logement, on dépense plus, la défense, c'est un peu plus, et c'est surtout le modèle social. Ouais, le modèle social, c'est 80% de l'écart. Et dans le modèle social, les retraites, 14 points de PIB, quand ailleurs c'est 10. Vous voyez, vous avez déjà 4 points de PIB trouvés. Et après, on fait beaucoup de transferts, on part des actifs et on le redonne à des inactifs, soit retraités, les retraites, soit au chômage. Ce modèle social, il faudrait se dire, oui, on dépense plus. Est-ce qu'on en est fier? Est-ce que ça marche? On peut dire oui. Le taux de pauvreté des seniors le plus bas, c'est en France. Le pouvoir d'achat des seniors le plus élevé, c'est en France. Et le taux de pauvreté moyen, où est-ce qu'il est le plus bas? C'est en France. Donc oui, ça marche. On fait beaucoup de redistribution. Mais bon, peut-être qu'on en fait trop. C'est pas à moi de le dire. Mais globalement, je dis pas qu'il faut pas aller gratter à droite, à gauche. Mais les grosses masses, elles sont pas là. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça marche jamais. Et que systématiquement, quand on veut vraiment s'y attaquer, on pointe les retraites, parce que c'est là où l'écart est le plus important. Mais en tout cas, on fera pas, si on fait moins de redistribution, on ne fera pas un accord avec les socialistes. Non, mais c'est sûr. Et puis, je pense qu'il faut assumer, si on fait moins de redistribution, il faut dire aux Français, le taux de pauvreté va augmenter, mais c'est pas grave. Ça, on donne plus aux actifs, moins aux inactifs. Voilà, mais peut-être qu'il faut l'assumer. Peut-être qu'il faut dire, le taux de pauvreté en France est trop bas, ça coûte trop cher aux actifs, et voilà, assumons, on enlève le modèle social et on accepte. Mais quelle politique osera dire ça un jour Non, mais le sujet, c'est surtout que dans ce cas-là, on n'aura pas de budget et on aura un gouvernement censuré. Donc, et je ne sais pas si un gouvernement a à dire ça. Et comme le disait Éric Heyer, le sujet, c'est d'être fier du modèle français. C'est-à-dire que nous pouvons aussi être fiers d'avoir moins d'inégalités qu'ailleurs. Non, mais un gouvernement doit faire, encore une fois, de la pédagogie. Et ça, c'est quelque chose qui quand même doit être honnête vis-à-vis des Français. On a presque commencé par là en disant qu'il faudrait une vision à plusieurs années pour dire qui va devoir faire des efforts. Quand vous avez Bruno Le Maire en son temps qui arrive sur un plateau de télé et qui dit « Regardez, j'ai un formidable bulletin de salaire simplifié, il n'y a plus que 7 lignes, je ne sais plus, je crois. Et alors, si on vous enlève des charges patronales, alors là, vous vous rendez compte de ce que vous allez gagner, c'est extraordinaire. » Oui, dans ces cas-là, très bien. Mais qu'il aille au bout de la logique, qu'il explique que ces charges dites patronales, c'est du salaire différé, ça paie les retraites, ça paie le chômage, ça paie la santé si vous êtes malade. Et à ce moment-là, vous expliquez aux gens. On fait un débat de société. Vous voulez une société à l'américaine? Vous voulez que les salariés soient des chauffeurs Uber et qu'ils aient aucune protection sociale? Ok, on peut le faire, ça coûtera moins cher. Mais il va falloir que vous financiez vous-même votre protection sociale. Il nous reste 1 minute. Il y a quand même un dernier chiffre que je voudrais vous montrer. C'est le taux d'emprunt de la France qu'on appelle les taux souverains. On est à 3,45 aujourd'hui. À 3,34, ça a baissé un peu. Oui, vous avez forcément les derniers chiffres, mais moi, c'était 2,68 il y a un an. Alors, il y a un effet sur ce qu'on rembourse tous les mois. C'est-à-dire, ça nous coûte de plus en plus cher de rembourser notre dette, c'est ça? Oui, mécaniquement. Alors attention, c'est sur les nouveaux emprunts. Vous voyez, la maturité de la dette française, c'est 9 ans. Donc il y a dans la dette des taux d'intérêt d'il y a 9 ans, où les taux même étaient négatifs pendant une période. Et aujourd'hui, quand l'agence France Trésor va sur les marchés, oui, c'est un peu plus cher. Ils ont levé 13 milliards la semaine dernière, à 3,4, effectivement. Toutes les semaines, on lève... Tous les mois. Tous les mois, mais il y a une grosse adjudication. Tous les mois, on renouvelle. Donc vous voyez, c'est un gros paquebot. C'est-à-dire que pour que le taux d'intérêt moyen soit de 3,4, il faudrait que pendant 9 ans, on reste à 3,4. Mais on ne peut pas parier sur une baisse de ces taux quand même. On peut parier parce que, en fait, aujourd'hui, il augmente, pas en France, il augmente partout. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une crainte de ce que fait Trump. Et donc, ça va faire une reprise de l'inflation. Les taux d'intérêt ne vont pas baisser aux États-Unis, donc ils ne vont pas baisser en Europe. Et donc, ça fait augmenter. Si finalement Trump ne fait pas sa politique et que l'inflation est plus basse, ça va refaire baisser les taux dans l'avenir. Merci beaucoup à tous et pour nous avoir relancé. C'est de ma faute. S'il y a la musique, c'est que j'ai posé une question de trop. Et c'est pas de votre faute aux uns et aux autres. Les années 70 de retour, Martial You, c'est chez Fayard et votre livre, Éric Heyer, Une autre voie est possible aux éditions Flammarion. Merci encore aux uns et aux autres. Et notez que l'invité de la matinale demain, ce sera François-Noël Buffet, ministre de plein exercice auprès du ministre de l'Intérieur. Belle soirée.